Emploi et carrière, votre émission qui traite de sujets relatifs à l'insertion professionnelle, surtout à la recherche d'emploi et l'entrepreneuriat s'installe tout de suite. Et maintenant chez vous, madame, monsieur, bonjour et bienvenue sur Business 24 Africa. S'il est toujours difficile de convaincre un salarié décidé à partir de rester, il n'en demeure pas moins vrai que diminuer son turnover requiert une gestion quotidienne des actions RH. La gestion du turnover est un travail qui doit se faire dès l'engagement du salarié et durant toute la vie de l'entreprise. Quelle stratégie mettre en place pour limiter le turnover intempestif des salariés? C'est justement ce que André Cuyot, notre consultant maison, s'efforcera de nous apprendre dans ce 64e numéro de votre magazine Emploi et Carrière. André Cuyot, bonjour. Bonjour Nadia. Comment allez-vous? Très bien. Alors, merci d'être avec nous. Bonheur partagé. D'accord. Alors, très chers téléspectateurs, nous vous rappelons à toutes fins utiles que André Cuyot est consultant en insertion professionnelle. Il est également écrivain. Oui, je l'ai dit, il est écrivain. Il a à son actif plusieurs bouquins, dont De la recherche d'emploi à la recherche d'entreprise, 5 stratégies, un emploi. Et puis, il vient de nous sortir ça, ce joli bébé que je vous présente là. Je veux créer mon entreprise. Alors, il est également enseignant pour ne citer que cela, n'est-ce pas, monsieur André Cuyot? Absolument. Je n'ai rien oublié. Absolument. D'accord. En tout cas, bienvenue encore. Et puis, on va commencer tout de suite dans le vif du sujet. Mais avant, je souhaiterais, s'il vous plaît, que vous nous définissiez un peu ce que c'est que le turnover. Parce que c'est de ça qu'il va s'agir dans cette première partie. Oui, absolument. Non, c'est un mot anglo-saxon. Donc, le turnover, c'est la rotation des employés dans l'entreprise, la mobilité, leur départ, mais aussi les venues. Donc, c'est de tout ça que nous allons parler. Donc, le fait que pour une entreprise, des personnes partent, des personnes reviennent, oui, c'est ça, cette action-là qu'on appelle turnover, oui, c'est bien ça? C'est la rotation du personnel ou bien des personnes dans l'entreprise. Alors, moi, j'ai bien envie de savoir, qu'est-ce qui peut emmener un employé à partir d'une entreprise? Merci, mais c'est une très bonne question. Mais déjà, il faut dire que c'est naturel. Oui, c'est naturel parce que dans une entreprise, les gens peuvent partir, ils peuvent revenir. C'est un droit. Voilà. Entrer, sortir, il peut rentrer quand il veut, partir quand il veut, si cela est fait dans les normes. Et ensuite, vous l'avez dans votre introduction, on ne peut pas empêcher un employé qui ne sent plus l'entreprise, dont l'appétence professionnelle n'est plus en congruence avec l'entreprise, qui veut partir ailleurs, qui a d'autres sensations de partir. On ne peut rien. Notre intervention va donc s'intéresser à ceux qui ont peut-être envie de rester dans l'entreprise, mais qui vont quand même parce qu'il y a un certain nombre de préoccupations qui ne sont peut-être pas bien réglées. Mais il y a certainement des facteurs qui peuvent jouer sur cet employé-là pour l'emmener à partir de l'entreprise. Oui, absolument. Il y a beaucoup de facteurs. On va peut-être citer quelques-uns, si vous le permettez. Allez-y. Il y a le manque de communication. Très souvent, l'employé arrive au travail, on ne sait pas à quel mois il s'en va, avec qui cause, avec qui discute. Quand il y a un problème, il ne sait pas à qui il va s'adresser. À la fin du mois, peut-être son salaire est en retard, mais on ne lui dit rien. Il est assis. Enfin, bref. Il y a plusieurs préoccupations. Il y a aussi la mauvaise intégration. Il ne se sent pas intégré dans l'entreprise. Ça veut dire qu'il vient au travail, mais il n'est pas à l'aise en fait. Voilà, il arrive au travail, il fait son boulot, il rentre dans la maison, mais juste c'est tout. Il n'y a pas cette relation de familiarité avec de familiarité, de complémentarité, de complicité entre les employés, mais entre aussi l'employé et puis ses supérieurs hiérarchiques, entre les employés et puis le grand boss. Donc, quand l'employé dans cette perspective, très souvent, son réflexe, c'est de partir. Mais ensuite, il y a problème de formation. Un employé, on lui dit peut-être qu'il n'est pas bien formé, ou bien il ne travaille pas bien. Mais en Côte d'Ivoire, par exemple, il y a des structures comme le Fonds pour le développement de la formation professionnelle qui forment les entreprises, qui forment les employés des entreprises pratiquement par un financement complémentaire. Parce que l'entreprise paye déjà une quote-part. Bon, là, c'est notre préoccupation. L'entreprise paye déjà une quote-part. Donc, même si la formation fait 1 million, peut-être que l'entreprise a payé 200 000, mais les 800 000, c'est mis, je prends un exemple, c'est mis par le FDFP. Donc, l'entreprise ne paye pas pratiquement grand-chose. Parce que ce que l'entreprise paye, elle paye sur l'impôt. Donc, qu'elle veuille ou pas, elle paye la taxe d'apprentissage. Ou bien la formation continue. Et elle doit donc former ses employés. Quand tu vois qu'il y a un problème quelque part, au lieu de les remplacer, mais il faut les former. Et donc l'employé demande qu'on le forme, c'est qu'il a son droit. Et on ne le forme pas. Mais si on lui propose une autre formation ailleurs qui va lui permettre d'améliorer ses conditions de vie, d'améliorer ses conditions de travail, d'améliorer son environnement, mais il peut partir. Il y a aussi les reclassements.
On n'a pas de mauvaise gestion du plateau. Il n'y a pas de plan de carrière. D'accord. Là, tu peux aller dans une entreprise. Il a l'impression de ne pas évoluer en fait. Oui, il ne sait pas. Lorsqu'il est peut-être chauffeur, mais il ne sait pas dans 10 ans, il devient quoi. Après, quand tu as un diplôme de chauffeur, tu ne peux que rester chauffeur ou Non, bien... on peut le former, c'est ça justement. D'accord. Le chauffeur, il n'est pas obligé d'aller à la retraite comme chauffeur. Il peut se former. Il peut se former, puis faire donc la reconversion professionnelle. C'est pourquoi il parlait du fonds de développement de la formation professionnelle. Un caméraman peut vouloir faire autre chose. Il y a plein de métiers dans l'entreprise qu'il peut faire. Donc le chauffeur, il n'est pas obligé d'aller à la retraite en tant que chauffeur. Il peut se former, il peut se reconvertir. Et ces passerelles-là existent même à la fonction publique. Donc en fait, dans les entreprises privées, il y a beaucoup de possibilités. Ce n'est pas parce que tu es venu monteur que tu vas aller à la retraite comme monteur. C'est qu'il n'a pas un bon plan de carrière. Mais s'il y a quelqu'un qui fait la GPEC, c'est-à-dire que la gestion prévisionnelle des emplois des compétences, mais il peut savoir qu'il y a de nouveaux emplois que cette entreprise va créer dans 1 an, dans 2 ans. Donc, celui qui est là, l'ancien, on peut le valoriser en lui faisant faire cette formation, si évidemment sa base correspond, et puis il peut occuper le poste au lieu de faire recrutement par parachutage. Est-ce que vous me suivez? Je vous suis. Donc, il faut qu'on suive le personnel. Justement, j'allais en venir, Oui. parce que là, vous êtes en train de répondre à ma seconde question, Oui. de savoir qu'est-ce qu'il faut faire en fait pour emmener l'entreprise à perdre le moins ses employés. Et justement, vous parlez de formation. Oui, c'est la formation, on en parle parce que c'est extrêmement important. Beaucoup de chefs, moi je travaille beaucoup dans les PME, beaucoup de chefs d'entreprise des PME surtout se plaignent, les emplois sont pas efficaces. Mais par contre, en Côte d'Ivoire, on a la chance d'avoir un fonds qui a été créé par l'État et il y a des cabinets qui sont agréés dans tous les domaines de compétences. Je vous dis bien dans tous les domaines de compétences. Donc, quel que soit, si l'employé a envie qu'on le forme, même en réalité, ce n'est même pas l'employé qui doit le dire, parce que quelquefois, il ne connaît pas ses propres forces. Oui. Mais s'il y a un responsable de GRH, il sait que vous avez telle compétence, vous avez peut-être fait telle formation en informatique, mais on peut vous transformer en vendeur. Donc, vous pouvez devenir technico-commercial. Parce que peut-être vous avez le relationnel facile, vous avez la communication facile. Donc, on peut, peut-être que vous êtes informaticien, mais on peut vous former comme commercial. Et tant il est que ce métier-là, ça vous intéressait, mais vous avez fait l'informatique parce qu'il était devant vous. Est-ce que vous me suivez pas? Il y a des gens qui sont dans les entreprises, il faut un boulot qu'ils n'aiment pas, mais parce qu'ils n'avaient pas le choix, c'est là qu'on l'a orienté, il a fait la formation. Mais à un moment donné, quand il est dans l'entreprise, donc le gestion des ressources humaines, il doit voir tout ça. Et puis il peut vous conseiller. Et donc il y a telle formation, on peut faire au niveau du fonds de formation professionnelle, on peut te mettre dans une école, même pratique, pour améliorer ton niveau. Et tout ça, c'est au compte de l'entreprise, hein? Oui, mais c'est pris en compte par le salarié lui-même. Parce que le salarié lui-même, sur son salaire, il y a une cote-part qu'on appelle le 0,6. Après, il reste à savoir si le salaire est consistant aussi. Non, peu importe le salaire. Parce que je ne peux pas toucher 50 000 et puis, bon, on m'enlève. Non, peu importe le salaire, même si ce n'est pas le fait que vous voulez ou non. C'est une loi. C'est une loi. Donc, un employé qui travaille, les comptables enlèvent systématiquement une cote-part sur son salaire, qui est reversée dans une, enfin, j'allais dire, une banque qu'on appelle le Fonds pour le développement de la formation professionnelle, qui est une maison qui existe à Treichville et qui a été créée par l'État de Côte d'Ivoire. Et donc, quel que soit votre salaire, à partir du moment où vous êtes déclaré, ce salaire-là, une cote-part est prise par le compte. On ne vous demande pas votre avis. Le problème qu'on a ici, c'est que l'État prend cette somme-là de façon officielle, parce que c'est la loi qui le dit, c'est les impôts. Mais l'État n'oblige pas les entreprises à former. C'est ça. Et donc l'État n'oblige pas les entreprises à former. Donc, il faut que les gens sachent qu'ils ne sont pas, vous appelez les gens de chauffeurs, il n'est pas obligé de rester chauffeur pour aller à la retraite. Alors, M. Cuyo, vous avez parlé de formation. Après qu'un chef d'entreprise ait formé son collaborateur, il a des compétences, il se retrouve avec beaucoup de compétences. Et si demain, il veut partir, ce collaborateur-là, comment faire pour rentabiliser justement toute cette compétence-là qu'on a pu mettre en lui pour empêcher ce collaborateur de partir? Oui, non, merci. Bon, dans le management sportif, c'est un acquis. Vous voyez, je prends le cas de ASEC d'Abidjan, qui a formé beaucoup de joueurs qui sont à l'étranger, mais les équipes où ces joueurs-là sont aujourd'hui comptés de payer des royalties à Mimosifcom. Mais dans nos entreprises, ce n'est pas ça. Et donc, c'est l'entreprise. À partir du moment où tu prends quelqu'un qui n'est pas encore outillé et que tu le formes pendant 1 an, 2 ans, quand il devient compétent, mais il faut le rentabiliser. Donc, c'est à l'entreprise de se donner les moyens de rentabiliser. Et comment? Mais il faut déjà, tout le monde n'a pas de salaire.
il faut le revaloriser. D'accord. Il faut le revaloriser. Mais moi, par rapport à ma petite expérience, ce n'est pas l'argent qui maintient les emplois en entreprise. Tout à fait. On a dit beaucoup de choses, la reconnaissance de ses qualités, la motivation, même le fait même, on appelle ça le management by Waderung et Rwanda, c'est-à-dire le management baladeur. Le seul fait de savoir, mais tu viens de la maison, ça va à la maison, et tes enfants se portent bien, ton mari se porte bien, maman se porte bien. C'est-à-dire prendre des nouvelles quand même de sa famille, de sa vie personnelle, on va le dire ainsi. Oui, parce qu'en entreprise, on nous conseille même de glisser légèrement sur la vie privée, mais dans le sens où c'est bon, où ça le fait. Si vous dites, il ne faut pas trop en faire aussi. Non, il ne faut pas trop en faire, mais il faut le faire avec modération. Mais si on demande, votre enfant se porte bien, votre mari se porte bien, mais vous serez contente. Oui, mais je ne vais pas aller demander ce que vous avez mangé à la maison, ça c'est un autre problème. Mais, donc il faut déjà savoir qu'on doit s'intéresser de façon personnelle à chaque employé. L'employé a perdu un parent, l'employé a accoucher. Vous pouvez aller chez lui, vous pouvez même appeler pour lui dire ça va, maintenant il se porte bien, il est heureux. Donc ce n'est pas forcément avec l'argent qu'on rend les gens heureux. On peut rendre quelqu'un heureux sans lui donner 5 francs. Et ces cas-là, je ne vais pas citer les entreprises, mais ces cas-là sont légion. Donc ce n'est pas forcément de l'argent. Donc il faut répondre aussi à ses aspirations. Tout ça permet de fidéliser en fait l'employeur. Mais s'il est intégré, s'il est respecté, s'il est écouté, mais pourquoi il va partir? Il aura du mal même à vous dire que je vais aller ailleurs. Mais si vous n'avez que, on l'a dit tout à l'heure, si vous n'avez qu'une relation professionnelle, il vient au travail à 7h30, il va à la maison à 8h30, à la fin du mois, tu perds ton salaire. Il n'y a pas d'échange. Il n'y a pas d'échange. Il n'y a pas de bonjour au passage. Voilà, rentrer dans le bureau de l'employeur pour lui serrer la main une fois au passage, ça fait du bien. Ça fait du bien. Tout à fait. Donc, il n'y a pas de complémentarité, il n'y a pas de complicité entre les employés eux-mêmes. Il n'y a pas de complicité entre les employés et leur supérieur hiérarchique. Il n'y a pas de complicité entre les employés et puis leur supérieur, même le grand boss. Mais il n'y a pas ce moment-là. Croyez-moi, quand l'employé a une ouverture, ici en gouffre, et c'est l'entreprise qui paie. On n'a pas encore le temps de calculer en Afrique, mais c'est des millions que l'entreprise paie. Et souvent, ces entreprises-là, je peux vous citer des exemples, pas dire à l'antenne, il y a des entreprises qui ont eu pignon sur rue en Côte d'Ivoire ici, qui ont disparu parce que la plupart des employés ont démissionné. Et quand l'employé va chez le concurrent, c'est la catastrophe. Là, il peut vous parce qu'il va du coup avec tout ce qu'il a appris dans votre entreprise. Secrets, et puis lui-même, il veut se valoriser. Donc, il a tendance à récupérer vos clients. Et si c'est un comptable, il va aller donner les informations aux banques. Si c'est un informaticien, je dis encore, c'est encore plus grave. Donc, quand vous voulez faire partie de vos employés, mais il faut savoir que vous faites partie des gens que vous combattez après. C'est pourquoi il faut limiter le turnover. C'est pourquoi il faut limiter le turnover. C'est bien, les gens peuvent partir, mais ceux qui ont envie de rester, débrouillez pour qu'ils restent. Pour créer les conditions. Les conditions. Ce n'est pas forcément, ce n'est pas forcément l'argent qui rend les gens heureux. On peut rendre quelqu'un heureux parce qu'on a dit que tu es bien, ta coiffure. Mais excusez-moi, mais je vais terminer. Mais en fait, une dame qui quitte chez vous, un homme, et puis elle est bien coiffée, et puis monsieur ne dit pas tu es jolie. Tu es bien habillé, tu as une belle coiffure. Ça frustre quand même. Oui, ça frustre. Et quand elle va, et puis son collègue de bureau lui dit tu es bien coiffé, tu es bien maquillé, tu as porté une belle chaussure. Elle va commencer à faire la comparaison. Elle n'est pas loin de vous lâcher. Et donc, en fait, un employé qu'on ne dit jamais qu'il travaille bien, on ne dit jamais, on ne félicite jamais, mais le jour où on le félicite ailleurs, mais il s'en va. Parce qu'après QO, ce qu'on a l'habitude de voir, c'est que les chefs d'entreprise, ils sont toujours prêts à blâmer. Mais rares sont ceux qui félicitent leurs employés. Pourtant, il est important de le faire de temps en temps. C'est dommage. C'est dommage. Il faut plus féliciter au cours des réunions ou individuellement que blâmer. D'accord. Mais quand c'est nécessaire aussi, il faut blâmer. Parce qu'on ne veut pas l'entreprise pour jouer. L'entreprise, c'est pour avoir de l'argent. Voilà. Tout à fait. C'est pour avoir de l'argent. Donc, quand on vient à l'entreprise, c'est pour la production, c'est pour le rendement. Si tu traînes les pieds, on ne va pas te caresser. On doit te dire que tu traînes les pieds. Mais quand tu travailles bien aussi, on doit lui dire que tu travailles bien. Pour éviter le maximum de turnover. Absolument. D'accord. On ne peut pas tout dire, mais bon, voilà. C'est cela. Voilà, en tout cas, on prend beaucoup de plaisir à vous écouter, hein, et les téléspectateurs aussi. Après tout ce qu'on a entendu, nombreuses sont les personnes qui ont envie de créer leur entreprise. Ben, vous êtes au bon endroit et au bon moment, parce qu'on parle là maintenant pour notre seconde rubrique. Je veux créer mon entreprise. À tout de suite.
Voilà, très chers téléspectateurs, nous rappelons à toutes ces personnes qui viennent de nous prendre en marche que vous êtes sur Business 24 Africa et là, vous suivez Emploi et Carrière avec notre consultant maison, Kuyo André. Alors, Monsieur Kuyo, aujourd'hui, dans notre deuxième rubrique, on va parler du démarrage et après le démarrage de l'entreprise. C'est-à-dire, on a pensé créer notre entreprise, on a rêvé et aujourd'hui, on a l'entreprise. On est content, on a démarré peut-être 1 mois, 2 mois. Après, c'est quoi la suite? Après le démarrage, on fait quoi? Oui, après le démarrage, qu'est-ce que c'est? Parce que très souvent, la plupart des jeunes créateurs pensent... Tout à l'heure, j'ai fait la corrélation entre la vie de couple et puis l'entreprise, mais c'est presque la même chose. Vous voyez une femme, vous flashez entre guillemets, vous partez à la mairie, vous faites les fêtes, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, vous dansez, vous faites tout. Mais après... Après, c'est la vraie question. C'est là que le mariage commence. Tout à fait. C'est là que le vrai combat commence. C'est là que le match commence. Et donc, quand vous avez créé votre entreprise et que vous avez vos papiers, l'entreprise est sortie, vous avez votre bureau, c'est super. Vous êtes à féliciter parce que beaucoup ne sont pas arrivés à ce stade. Mais ce n'est pas encore fini. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais il faut continuer de fréquenter le monde des affaires. Il faut rentrer dans les réseaux professionnels. C'est-à-dire, on ne crée pas son entreprise et on s'assied. Ah ben ça, c'est la catastrophe. Il faut fréquenter des personnes qui sont dans le même domaine d'activité que soi pour apprendre davantage, c'est cela? Absolument. D'accord. Donc, si vous êtes avocat, mais vous rentrez dans le réseau des avocats, qui est une association d'avocats, qui est une amicale d'avocats. Si vous êtes, je ne sais pas moi, notaire, mais vous faites la même chose. Si vous êtes professeur, enfin, vous avez créé un cabinet de formation continue, mais vous partez voir vos collègues. D'accord. Est-ce que vous me suivez? Si c'est un salon de coiffure, mais il y a surtout une association de coiffeuses et tout. Si vous êtes couturier, mais il y a... Donc il faut chercher à rentrer dans les réseaux professionnels. Il faut partir dans les réseaux professionnels. C'est extrêmement important. D'abord, pour vous faire connaître des autres. Et quand vous êtes seul, vous êtes fort, vous n'êtes pas invincible. Quand vous êtes ensemble, vous êtes invincible. Donc quand vous êtes ensemble dans un groupe, vous pouvez croiser aujourd'hui le ministre. Mais quand vous partez vous seul pour demander un rendez-vous au ministre de tutelle, ça va être difficile. Par contre, si on dit que c'est le réseau des couturiers de Côte d'Ivoire qui arrive, on est plus fort ensemble. On est plus fort ensemble. Tout à fait. Le ministre va vous recevoir plus rapidement que si vous êtes seul. Donc il faut être ensemble. Ensuite, donc, il faut continuer à travailler. Ensuite, mais il faut participer au séminaire. J'insiste sur la formation parce que les gens pensent qu'on ne peut pas changer. On peut, au lieu de changer d'employé, il faut changer. Non, au lieu de changer d'employé, on dit qu'il faut changer l'employé. C'est-à-dire qu'on peut le changer par la formation. D'accord. Par la formation. Donc, au lieu de le remplacer... Juste parce qu'il a des insuffisances. Il faut le former tout simplement. Il faut le former. Donc, en même temps, le chef d'entreprise doit continuer à se former dans des modules de leadership, de motivation, de gestion, comptabilité simplifiée. En fait, il y a plein de modules que vous pouvez faire et c'est pris en compte, je dis toujours, par le Fonds pour le développement de la formation professionnelle qui existe heureusement en Côte d'Ivoire. Ça est dans d'autres pays, mais comme nous sommes en Côte d'Ivoire, je préfère en parler, parce que c'est ce que je connais le plus. Tout à fait. Oui. Et ensuite, mais il faut s'informer. Les gens ne s'informent pas. Un homme d'affaires ne peut pas regarder les télés. C'est vrai, il faut décompresser. Mais une télé où on joue que la musique, mais vous allez apprendre quoi? Il faut regarder Business 24. Tout à fait. Ah non, c'est vrai qu'on s'attire la couverture, mais c'est pourquoi j'aime cette télé. Parce que c'est la télévision qui parle du monde des affaires, qui vous donne les battements du cœur du monde des affaires, que ce soit en Côte d'Ivoire, que dans tous les pays d'Afrique. Donc, si vous voulez connaître ce qui se passe, quelles sont les nouvelles créations, quelles sont les nouvelles innovations, mais ça, c'est la télévision. Mais en plus, vous pouvez acheter ce journal. Oui, je préfère en parler directement. PME Magazine, réseau d'affaires, les 100 qui ont changé la Côte d'Ivoire. Qui vont changer la Côte d'Ivoire. Ça, c'est extrêmement important. Donc, vous allez trouver les sommes d'affaires les plus costauds qui vont changer la Côte d'Ivoire. Juste pour dire de ne pas rester dans sa zone de confort, mais il faut pas rester dans sa zone de confort. Il faut étendre son domaine de connaissances, apprendre il faut lire la presse spécialisée. D'accord. La presse spécialisée pour avoir une ouverture d'esprit. Un chef d'entreprise qui est seul, il peut réussir. Mais ça sera difficile. Payer sa maison, mettre ses enfants à l'école, avoir une voiture, mais c'est un chef d'entreprise quelconque. Ça veut dire qu'il a sa maison, mais quand on va citer les meilleurs dans son domaine de compétences, on ne va pas le citer aussi. Si vous voulez être un leader, si vous voulez être connu, reconnu, avoir la notoriété, vous ne pouvez pas travailler tout seul. Ça ne marchera pas. Vous avez peut-être une star de votre époux, de vos enfants, mais vous ne serez pas connu. Est-ce que vous voulez travailler pour être un avocat quelconque, j'allais dire, un architecte quelconque, un enseignant quelconque, ou bien vous voulez être un enseignant qu'on cite parmi les meilleurs
de sa génération, parmi les meilleurs de son pays, parmi les meilleurs de son continent, mais vous êtes obligé de vous ouvrir sur l'extérieur. Et ça passe par l'information, l'information. Et puis ensuite, on le dit très souvent, le vrai problème, quand on crée une entreprise, mais il faut que l'entreprise grandisse. Tout à Parce que fait. quand on va pour créer une entreprise, c'est 99 ans. En tout cas. 99 ans, 99 c'est-à-dire. Non, quand vous créez une entreprise, le lieu de commerce, au bout du mois, c'est 99 ans. Oui, d'accord. Ok. Mais les entreprises qui ont plus de 2 siècles, comme les Coca-Cola, ce n'est pas de la publicité, ils n'en ont pas besoin pour l'instant. Mais ça, c'est des entreprises qui existent depuis des siècles. Donc, en fait, comment elles font pour exister? Et il y a d'autres entreprises qui font 3 ans qui ferment. Qui ferme. Parce qu'en Côte d'Ivoire, la capacité, la mortalité, le taux de mortalité d'une entreprise, c'est soit 15%, soit 80%. Une entreprise qui se crée aujourd'hui, en moins d'1 an, il y a 80-75% qui vont tomber en faillite. Pourquoi? Pourquoi les autres? Et il y a des entreprises, vous essayez des entreprises qui avaient pignon sur rue, après 30 ans qui ont disparu. Pourquoi? Mais parce que un mauvais management. C'est un mauvais management. Qu'on le veuille ou non, c'est un mauvais management. Il ne respecte pas ses employés. Il ne s'ouvre pas sur l'extérieur. Il est dans son, comme vous l'avez appelé, la zone de confort. Il est dans sa tour d'ivoire. C'est lui qui connaît tout, celui qui peut tout. C'est lui qui dit tout. Et celui qui est le chef orchestre, au lieu d'être un chef d'orchestre. Le chef orchestre, il tape le tam-tam, il fait la batterie, il fait l'orgue, il joue la musique, il fait tout. Or, le chef d'orchestre, un chef d'entreprise, un chef d'orchestre, ça dit donner l'orientation. Cher ami, c'est comme ça qu'on fait pour trouver l'harmonie. Mais il ne peut pas tout faire tout seul. Tout à fait, il faut déléguer. Or, la seule façon de ne rien faire du tout, c'est de vouloir tout faire tout seul. Or, la plupart des chefs de PME, ils pensent qu'ils connaissent tout. Donc, ils regardent leurs collègues, leurs collaborateurs du haut. Et ça, c'est pas bien. Et c'est ce qui fait que nos entreprises africaines n'avancent pas. C'est pourquoi j'aime bien cette télévision. Il faut dire aux gens pour qu'ils changent de comportement. Si on veut avancer, on oublie de faire comme les autres. D'accord. Voilà. Donc, parce que quand on crée une entreprise, c'est pour qu'elle grandisse, c'est pour qu'elle évolue, c'est pour qu'elle se perpétue et qu'elle crée encore d'autres entreprises. Mais pourquoi chez les autres, ça continue? Ils achètent nos entreprises en Afrique et puis nous, on ne peut pas bouger. Heureusement, on a des gens comme ça aujourd'hui qui ont compris. Je peux le citer, c'est pas méchant. Et c'est même bien. Je suis fier, M. Diago, par exemple. Je suis allé au Sénégal la dernière fois, j'ai vu NCA là-bas. Je peux le dire, mais j'étais fier. Il dit ça, c'est pour un Ivoirien. Oui, bien sûr. Ah oui, tu vas en Mauritanie, tu vas au Congo, tu vas voir NCA. Mais ça, c'est une société ivoirienne. Moi, je dirais heureusement qu'on vous a sur notre plateau aussi, parce que vous nous enseignez tellement de choses qui font du bien à nos téléspectateurs. Oui, merci beaucoup. Mais voilà, des gens... Mais c'est une société... Mais pourquoi? Je souhaiterais que NCA achète un jour une société française. Ah, mais bien sûr. Mais pourquoi ne pas acheter une société française? Il peut l'acheter. Voilà, donc aujourd'hui, là, parce que c'est les autres qui viennent toujours pour acheter nos sociétés. Tout à fait. Et nous, on n'a pas d'investisseurs étrangers. On a des investisseurs nationaux qu'on doit connaître. Il y a des investisseurs nationaux qui sont connus et qui travaillent. Mais il faut les valoriser. Et donc, les gens doivent faire l'effort d'avancer. Mais pour avancer, on avance par palier. Or, en Côte d'Ivoire, nos enfants, nos jeunes frères... On est précis. Oui, ils ont dit ces mots-là. Ils sont pressés. Il y a un mec qui est trop pressé. C'est pas comme on appelle ça, GPP. Voilà. Ah bon, d'accord. Génération pressée. Mais les gens sont pressés. Tout près n'est pas loin. En même temps, mieux. Chap. C'est des informations ou bien c'est des mots qui ne peuvent pas passer dans l'entrepreneuriat. Le problème est qu'on a tellement rêvé d'avoir notre entreprise que dès qu'on l'a, on se dit on est arrivé, donc on peut faire la fête. Or, c'est pas ça. Il y a un processus à suivre afin que l'entreprise grandisse. Je suis un exemple palpable. Tu te comportes comme ça. Je l'ai dit souvent à l'antenne, ça fait rire, mais tu vas devenir enseignant comme moi. Parce qu'à un moment donné... C'est pas plus mal, M. Kuyo. Oui, c'est pas plus mal. Non, mais c'est pas plus mal, mais tu vas devenir consultant parce qu'à un moment donné, tu vas échouer. À Business 24. Non, mais je suis heureux. J'ai écrit mes livres. Tout à fait. Ça se vend à des centaines d'exemplaires, c'est tant mieux. Mais en fait, si tu as ce type de comportement, ça ne marche pas. L'entrepreneuriat ne marche pas avec le matu vu. Ça ne marche pas si tu manques d'humilité. Ça ne marche pas si tu ne connais pas sur la plaine de Maslow. Est-ce qu'il est sur au niveau premier, au niveau 2, au niveau 3, au niveau 4, au niveau 5? À quel palier tu te trouves? Un chef d'entreprise doit savoir exactement où il est. Et puis, je l'ai dit aussi, il faut se protéger. Se protéger. Se protéger et protéger les employés. C'est pourquoi il y a des entreprises qui payent les maisons, qui ont les opérations immobilières. Parce que si vous sécurisez, tout à l'heure on en a parlé, mais si vous sécurisez vos employés, si vous lui avez donné une maison, au lieu qu'il loue une maison, toute sa vie, il va à la retraite. Mais s'il a acheté une maison, mais à pas seulement là, mais vous allez voir que
il sera sécurisé. Si mais le chef d'entreprise lui-même, il doit se sécuriser aussi. Il faut aussi assurer les employés. Il faut assurer les employés. Il faut les assurer. Il faut pas... Quand on dit en Afrique au chef d'entreprise de déclarer les employés, il faut que c'est là. Non, un employé qui est déclaré, c'est comme une femme que vous avez... Si vous l'avez mis l'alliance, vous pouvez aller où vous voulez. Mais si vous ne l'avez pas mis un matin, pas son mariage, ça va, puis c'est fini, il n'y a rien. J'aime bien ce rapprochement que vous faites avec le mariage parce que ça permet de comprendre mieux. La première entreprise, madame, c'est le foyer. Les gens ne comprennent pas. Mais la première entreprise, si tu ne peux pas gérer tes enfants, tu ne peux pas gérer ta femme, tu ne peux pas gérer une entreprise. Tout à fait. Ça, c'est clair et net. Pour tous ceux qui font le management entrepreneurial, on le sait. Donc, ils ne le savent pas, mais qu'ils sachent que si tu gères mal ton foyer, tu gères mal tes enfants, tu n'es pas un homme assis, stable dans la tête à la maison, tu ne peux pas gérer une entreprise. Il n'y a pas de différence. La première entreprise qu'on gère, c'est la famille. C'est pourquoi on parle de budget familial. Donc, il faut le faire. Est-ce que monsieur... Je vous suis parfaitement. Les chefs d'entreprise doivent se protéger, d'abord les employés, mais se produire même, mais en payant, j'insiste, de payer les terrains. Payer les terrains où tout le monde veut payer les terrains, deux places à 10 personnes qui sont dessus. Donc, ce n'est pas des bons terrains. Ça, il peut vous l'assurer. Bon. Non, il peut vous l'assurer. Non, là, il n'y a pas de problème. D'accord. Je suis dedans. Je peux vous l'assurer, c'est les problèmes à ne pas finir. Payer les terrains à Dabou, payer les terrains à Beauville. Parce qu'une chose est sûre, c'est qu'après d'avoir géré ton entreprise, tu seras amené après à partir à la retraite. Hein. Donc c'est bon d'assurer ses arrières. Et puis ensuite, parce que ce que vous dites, c'est juste. Mais en réalité, quand les chefs d'entreprise créent leur business, ils se comportent comme si ils n'allaient jamais avoir de problèmes. Le jour où tu as les problèmes, tu fais comment pour vivre? Tu fais comment pour vivre? Si tu n'as rien, tu n'as pas de maison, tu n'as pas de terrain, tu n'as rien du tout, tu fais comment pour vivre? Donc, à un moment donné, tu peux payer tout ce que tu veux, mais en même temps, il faut te sécuriser. En payant les biens comme les maisons, les terrains, et tout ça, ça va te sécuriser. C'est le conseil qu'on leur donne et c'est extrêmement important. Voilà. Alors, M. Kuyo, c'est ici que nous allons faire notre pied-à-terre, mais on va vous permettre... Oui, déjà, c'est fini. On va vous permettre, par contre, de dire un dernier mot à tous ces téléspectateurs qui ont pris beaucoup de plaisir, je le sais, à vous écouter. Oh, mais je vais vous dire merci. Je vous en prie. Je l'avoue, c'est la première émission que nous faisons ensemble. Oui. On est à 64 émissions, donc c'est une émission qui a plus de 4 ans. Et puis voilà, je suis très heureux. Moi aussi. Vous êtes très épanoui et c'est tant mieux. Et c'est tant mieux pour nos téléspectateurs. Je dis merci à vous, mais aussi à tous les cadres qui nous accompagnent depuis des années. Un jour, on va leur donner des médailles quand même. C'est moi qui vous remercie. Alors, chers téléspectateurs de Business 24, on a pris beaucoup de bonheur à être en votre compagnie, à vous présenter ce 64e numéro de Emploi et Carrière. On veut vous dire merci pour votre fidélité. Merci surtout à toutes ces personnes qui ont travaillé pour que cette émission soit. Je veux penser au doyen Léon Gilbert, je veux penser à Boger Aimé, je veux penser également à tous les autres cadreurs, en tout cas qui nous ont soutenus. Merci également aux journalistes. Merci. On va se retrouver très bientôt pour une toute autre émission. D'ici là, portez-vous bien et soyez des créateurs de richesse. Allez, bye bye.